L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Je pense que ce serait de l'information, pas nécessairement juste aux personnes âgées, ce serait de l'information générale au niveau du public. Bien, c'est sûr que plus que ces personnes-là qui sont vulnérables sont informées qu'elles peuvent avoir de l'aide et qu'elles savent qu'ils vont avoir un support aussi par la suite. Parce qu'une fois que tu as déclaré la situation, il faut vraiment aussi que tu saches qu'après, on ne te laissera pas encore avec les personnes qui te maltraitent. La personne âgée, elle panique souvent. Elle panique quand il n'y a pas d'aide, quand il n'y a pas d'aide autour d'elle. Et puis, à ce moment-là, peut-être qu'elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'attention, elle a besoin de ces choses-là. Nous autres, si on est capable de les rejoindre en leur offrant un bras, une aide, un besoin quelconque, puis avec ça, là, on dirait que ça leur donne un regain de vie. Bien, ça, c'est vraiment, je pense, au niveau des centres pour les personnes âgées, ça doit être davantage d'avoir de supervision personnelle aussi qui est formé, peut-être plus, qui est formé davantage pour les personnes âgées. Il peut aussi y avoir de l'aide au niveau si par contre, on mettrait, exemple, des pamphlets dans les pharmacies qui pourraient donner des numéros de téléphone où s'adresser. Les solutions... ça serait de mieux informer les gens qui travaillent dans ce domaine-là, selon moi. Parfois, on s'adresse aux gens de façon assez expéditive et ça les blesse émotivement, les personnes âgées, de se faire expédier rapidement. C'est une forme de maltraitance. Donc, il faudrait peut-être être plus attentif. Faut être plus attentif aux signes aussi des personnes qu'on visite. Et je vous dirais que l'autre volet serait de la sensibilisation, mais au niveau des personnes âgées elles-mêmes, qu'elles se donnent le droit de plus en plus de dénoncer, de mentionner. Et c'est pas souvent fait parce que les gens se disent, bah, j'habite à tel endroit, ça va être pire après si je dénonce. Mais si on vient à bout des abus envers les jeunes femmes violentées, si les dénonciations se font dans tous les domaines, que ce soit pour les enfants, pour les adultes ou pour les aînés, on arrivera sûrement à des solutions, mais il faut que tout le monde s'y mette. Bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous des aînés. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous terminons notre tour d'horizon du thème de la maltraitance envers les personnes aînées en vous présentant 3 entrevues réalisées auprès d'organismes qui s'intéressent de près à la question. Que ce soit en intervenant auprès de personnes victimes d'actes criminels ou sexuels, ou bien en organisant des séances d'information auprès d'aînés, ces organismes sont tous unis dans un même combat. Ma première invitée, Sophie Bergeron, est directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels depuis 10 ans. Pour commencer, Madame Bergeron, décrivez-nous brièvement ce qu'est le réseau des CAVAC, quel est son mandat et qui peut s'adresser à vos services. Premièrement, CAVAC pour Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. On parle d'un réseau parce que les centres d'aide sont établis partout au Québec et offrent des services aux personnes touchées par un crime par le biais de 17 CAVAC répartis sur tout le territoire québécois avec des points de service dans les palais de justice. Donc, voici ce qu'est le réseau des CAVAC. Maintenant, qui peut faire appel au service du CAVAC? Donc, je l'ai mentionné, toute personne touchée par un crime, peu importe que ce soit des hommes, des femmes, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe le crime dont ils ont été victimes et peu importe qu'ils aient ou non choisi de dénoncer le crime et de s'engager dans des procédures judiciaires. Okay. Donc, quels seraient les services offerts par le CAVAC de façon plus concrète? De façon plus concrète, le CAVAC offre des services, premièrement, d'information. Donc, d'information sur les droits et recours des personnes victimes, vers quel type d'indemnisation ils peuvent se référer. Le CAVAC offre également des services d'accompagnement dans les différentes démarches qu'ont à faire les personnes victimes d'un crime et aussi dans le cadre du processus judiciaire pour celles qui choisissent de s'y engager. Et le CAVAC offre également des services d'intervention
psychosocial auprès de personnes qui ont vécu un crime et qui ont à vivre avec les conséquences de ce crime et à trouver une façon de retrouver leur équilibre suite à un événement qui a bouleversé leur quotidien. La maltraitance envers les aînés se présente sous différentes formes. Il y a certains actes de maltraitance qui sont des actes criminels et d'autres non. Pouvez-vous nous aider à faire la différence entre les deux? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est qu'un acte criminel, un événement de maltraitance qui est considéré comme un acte criminel, c'est un comportement qui est punissable, donc qui peut être puni par le biais du Code criminel canadien. Je vous explique. Certains de ces comportements-là sont situés dans des événements de violence physique. Donc, je vous donne un exemple. Une personne qui est victime d'agression physique, donc de coups qui lui sont portés, ou encore d'une agression sexuelle, ce sont des comportements qui sont punissables criminellement. Si on pense à l'abus financier ou à la maltraitance financière, il y a encore une fois des actes qui sont punissables criminellement, comme entre autres le vol de carte de crédit par exemple, ou le vol d'argent, la fraude, l'extorsion, donc obliger une personne à donner des sommes d'argent sous différentes menaces ou en disant à cette personne-là que si elle ne le fait pas, elle aura des conséquences importantes. Il y a d'autres comportements qui sont liés davantage à la violence psychologique. Donc, si une personne est menacée de mort ou encore menacée qu'on lui cause du tort, si une personne est victime d'harcèlement ou d'intimidation, ça peut être du harcèlement téléphonique, ça peut être aussi une personne qui est constamment en train de suivre, de nous suivre dans tous nos déplacements. Donc, ce sont encore une fois des comportements qui sont criminellement poursuivables. Donc, on peut les poursuivre en portant plainte à la police. Il y a également, et c'est important de le mentionner aussi, il y a certains actes de maltraitance qui s'inscrivent dans des comportements de négligence pour lesquels on peut aussi porter plainte à la police. Donc, de négliger de donner à une personne les soins dont elle a besoin pour assurer sa sécurité ou même assurer sa survie ou sa santé. Donc, ces événements-là, ces comportements-là, plutôt, peuvent être poursuivis. Ils figurent au Code criminel canadien, donc on peut aller porter plainte à la police si on est victime de ces comportements-là. Et par la suite, s'engager dans un processus judiciaire si on le souhaite. Donc, c'est la distinction entre les deux. Toutefois, ce que je trouve important de mentionner, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour la personne qui vit des actes de maltraitance de se poser la question si oui ou non ce sont des événements criminels pour venir chercher les services au CAVAC. Si c'est un acte criminel, on va lui proposer une démarche si elle souhaite s'y engager, mais c'est pas nécessaire d'être victime d'un acte de maltraitance qui est criminellement poursuivable pour venir chercher les services au CAVAC. Parmi les services que vous offrez, il y a l'accompagnement auprès de l'appareil judiciaire. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement en quoi ça consiste. Et ensuite, étant donné que les actes de maltraitance envers les personnes aînées sont souvent commises par des proches, j'imagine qu'elles sont moins enclines à engager une telle démarche. Comment le CAVAC traite avec ces situations? Donc, je réponds à votre première question. Oui. Donc, le service qu'on va offrir dans le cadre de l'accompagnement à la cour, donc l'accompagnement dans le système judiciaire, consiste principalement à informer la personne qui est victime et qui choisit de s'engager dans ce processus-là de comment ça va se passer. Donc, lui donner la bonne information, de vulgariser le plus possible tout ce qui est impliqué dans le cadre du processus judiciaire. On va accompagner aussi physiquement. Donc, une intervenante va être présente dans le cadre du processus judiciaire, également au palais de justice, si la personne aînée a besoin d'aller témoigner à la cour. Donc, on va lui expliquer ce qui se passe, on va être présente avec elle pour répondre à toutes ses questions et on va également faciliter pour elle ses contacts avec les différents acteurs du processus judiciaire. Votre deuxième question, en fait, votre sous-question est aussi également intéressante. Dans la majorité des dossiers où on a accompagné des personnes aînées qui ont porté plainte pour des actes de maltraitance, presque tout le temps, la personne qui a maltraité ou qui a causé des gestes de maltraitance est une personne connue, est un proche. Les intervenants à CAVAC sont très, très au fait de ça, parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui sont impliqués dans cette démarche-là. Donc, les personnes aînées qui ont été victimes de maltraitance d'un proche, exemple un enfant ou encore quelqu'un de la famille, se sentent grandement coupables, finalement, d'avoir impliqué ce proche-là dans un processus comme celui-ci. Donc, souvent, le sentiment de culpabilité vont faire en sorte que les personnes aînées vont avoir envie de reculer
Donc, de cesser la procédure. Il faut que les intervenants soient bien au fait de ça, très sensibles à ça aussi. L'idée, c'est pas d'encourager les personnes aînées à aller jusqu'au bout, mais c'est d'être bien à l'écoute de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, de valider, de normaliser tout ça et d'essayer de trouver à l'intérieur de tout ça les raisons qui ont amené la personne aînée à s'engager dans ce processus-là. Un acte criminel entraîne des conséquences chez les victimes. Comment le CAVAC s'y prend pour soutenir les personnes aînées à passer à travers les effets néfastes d'un tel acte? Je pense que la première, je vous dirais que de façon générale, ce qu'on fait toujours, c'est de bien évaluer quels sont les besoins de la personne qu'on a devant nous, mais particulièrement avec la clientèle aînée. Ce qu'on doit toujours garder en tête, c'est que souvent, la personne qui maltraite est une proche. C'est la personne qui aussi prodigue les soins. Ça arrive très souvent. Souvent, c'est un enfant, un petit enfant, quelqu'un qui gravite autour de la personne aînée. Souvent, c'est aussi une des seules personnes qui est présente dans le quotidien de la personne aînée. Donc, on doit toujours garder ça en tête. Oui, bien entendu, son besoin, c'est que ça arrête, parce qu'elle a envie des conséquences importantes. Elle vit beaucoup d'anxiété par rapport à ces événements-là. Elle a des craintes, elle a des peurs. L'estime de soi, la confiance en soi est grandement affectée par ces événements-là qui se passent souvent au quotidien quand une personne est victime de maltraitance. Donc, on doit travailler ces conséquences-là, les normaliser, mais aussi voir comment ça peut arrêter toujours en respectant le rythme, les besoins et le désir de la personne aînée. Le simple fait de venir dans un CAVAC, de venir chercher des services, c'est un premier pas vers le bris de l'isolement. Et nous, on va regarder comment est-ce qu'on peut poursuivre dans ce même sens pour que la personne aînée voie les possibilités qui s'offrent à elle pour ne plus rester confinée finalement à ce rôle-là de subir finalement la maltraitance sans rien y faire. Okay. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Bergeron. Ça m'a fait plaisir. Restez à l'écoute, je vous retrouve tout de suite avec Mme Suzanne Vien, intervenante au CALAX La Passerelle. Nous traiterons d'une forme de maltraitance souvent passée sous silence, la maltraitance sexuelle chez les femmes aînées. Pour commencer, Madame Vien, présentez-nous brièvement l'organisme Le CALAX La Passerelle. Le CALAX, pour Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, est un centre qui travaille à lutter contre toute forme de violence sexuelle et ses conséquences. On le fait en offrant des services aux femmes et adolescentes victimes d'agressions sexuelles par le biais d'aide individuelle ou de groupe. La maltraitance sexuelle envers les personnes aînées se retrouve souvent incluse dans la maltraitance physique. Selon certains, il serait toutefois important de la distinguer de cette dernière. Pourquoi? Je vous répondrai parce que la violence sexuelle, c'est l'ultime tabou de la maltraitance des aînés. On sait que la violence sexuelle, c'est un acte de contrôle de pouvoir et il s'exerce encore davantage face à des personnes en état de vulnérabilité, que ce soit parce que la personne est confuse ou qu'elle est en perte d'autonomie. Et si on passe la violence sexuelle à travers les autres formes de violence, c'est un peu comme si on disait « elle n'existe pas ». Et si on n'en reconnaît pas la réalité, on va être moins vigilant par rapport à cette réalité-là. Et les critères pour la dénoncer, on ne les appliquera pas de la même façon que si quelqu'un a un bleu ou une plaie qui est apparente. Là, on va être vigilant, on va dire « hey, il n'y avait pas ça hier », donc on va réagir plus facilement. Et je rajouterais que d'en nier l'existence fait en sorte qu'on renforce le tabou de « on ne parle pas de ça ». Et ça, ben, c'est ce qu'on cherche à défaire. La problématique des femmes aînées victimes d'agressions sexuelles, c'est une problématique qui est peu abordée. Comment ça se fait? Tout d'abord, dans notre société, ce qu'on prône, c'est que les victimes d'agressions sexuelles, ce sont les femmes belles, jeunes, sexées et en plus provocantes. Hein? Il faut avoir provoqué. L'envers de ce préjugé-là, parce que ça, c'est un préjugé, c'est que les aînées, elles,
ne s'habillent pas provoquant, on les trouve moins attirantes et parce qu'elles ne répondent pas aux standards de beauté qu'on met de l'avant. Donc, c'est comme si on venait dire ça ne peut pas exister, cette réalité-là, pour les aînés. On croit aussi que les femmes âgées n'ont pas de sexualité, du moins qu'elles n'en ont pas d'adapté à leurs besoins à elles. On ne le reconnaît pas. Donc, si elles n'ont pas de sexualité, elles ne peuvent pas être victimes d'agressions sexuelles. C'est un des gros facteurs qui fait qu'on nie cette réalité-là. Justement, comment se manifeste l'agression sexuelle chez les femmes aînées? Est-ce que c'est différent de chez la femme plus jeune? OK. On sait que l'agression sexuelle se manifeste dans une relation où il y a un lien de confiance ou une personne en position d'autorité. Toutes les manifestations de l'agression sexuelle sont les mêmes pour les jeunes que les aînés. Les formes sont les mêmes, c'est-à-dire. Donc, les blagues à connotation sexiste et sexuelle, surtout. Des attouchements, du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, des menaces d'agression sexuelle et le viol. Ce sont les mêmes formes d'agression sexuelle. Cependant, ce qui différencie avec des femmes plus jeunes, c'est que les agressions sexuelles peuvent arriver, oui, à la maison, mais elles peuvent aussi arriver en foyer d'hébergement, en établissement de soins de santé ou dans la collectivité. On sait que plus la personne a besoin de soins, plus elle est à risque aussi parce qu'elle dépend donc d'autres personnes. Et s'il y a un agresseur, soit dans le personnel soignant, soit dans les proches aidants, le risque est là. Chercher de l'aide pour sortir d'une situation de maltraitance, ce n'est pas facile parce que ça implique souvent des liens avec des personnes proches. Pouvez-vous nous nommer quelques-uns des obstacles qui retardent ou empêchent le dévoilement d'une situation de maltraitance? Oui, comme toutes les victimes d'agressions sexuelles, il y a la honte, l'impuissance, la peur de ne pas être cru. Il y a aussi la peur de perdre le lien, la personne avec qui ils sont en lien, même si elle les agresse. Il y a, pour les personnes, les aînés, il y a aussi la crainte d'être déracinés, sortis de leur milieu. Ce qui se rajoute aussi à ça, c'est le fait que souvent, elles ont été, dans l'enfance, elles ont appris que on ne parle pas de ça, hein, c'est un grand tabou. Et elles ont aussi des valeurs religieuses comme le pardon guérit tout. Donc souvent, elles se sont enfermées dans le silence et on dit le temps va régler ça. Et ça les maintient encore aujourd'hui dans le silence. L'approche que les intervenantes du CALACS adoptent auprès des femmes aînées est-elle différente de celle adoptée auprès des autres femmes? Mais c'est sûr qu'on doit tenir compte de la vulnérabilité qui est intrinsèque au fait d'être plus âgé. On se doit de respecter le rythme et les choix de la personne, s'assurer qu'on parvient à lui parler seul à seul. Parfois, on peut se déplacer pour la rencontrer. Ou on peut faire de l'écoute téléphonique si ce n'est pas possible de se voir seul à seul à cause du déplacement. Bien, on fait de l'écoute téléphonique. On s'assure de respecter son rythme et son choix de dénoncer ou non. On tient aussi compte de ses croyances, ses valeurs. Parler de sexualité, quand ça a toujours été tabou, on doit apprivoiser. Vous m'avez parlé plutôt d'une formation que vous êtes en train de concevoir, qui s'adresse aux femmes aînées en particulier. Pouvez-vous juste nous en toucher un mot pour terminer? On a deux formations, l'une en autodéfense physique
et verbale qui s'adresse aux femmes aînées. Et on a aussi une formation qui s'adresse aux intervenants et aux femmes et bénévoles qui travaillent soit dans des ressources ou qui sont en contact avec des femmes aînées. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Vien. Ça a été un plaisir. Merci. Restez avec nous pour compléter ce tour d'horizon en compagnie de 2 organismes qui ont décidé d'unir leurs forces et ont fait de la prévention une de leurs priorités. Afin de prévenir la maltraitance envers les personnes aînées, Mme Annie Bellecour, directrice générale de la FADOC Région Centre du Québec, ainsi que Mme Marie-Ève Vallerand, policière à la Sûreté du Québec, mise sur le programme Aînés avisés. Le programme Aînés avisés est un programme d'information, de sensibilisation, de prévention qui a été mis en branle en fait pour responsabiliser les gens autant maltraités que la population en entier afin de détecter que ce soit les fraudes, les abus au niveau psychologique, financier, etc., afin que les gens dénoncent de plus en plus les situations qui sont problématiques auprès des aînés. Le 3e partenaire est le Centre de santé et de services sociaux Cavendish dans la région de Montréal. Et en fait, nous, à la Sûreté du Québec, avant, on avait Vieillir en liberté en toute sûreté, qui était un petit peu désuet, qu'on ne parlait pas de fraude au niveau d'Internet et tout. Et les 3 organismes se sont mis à travailler ensemble en partenariat pour retirer l'expertise de ces 3 organismes-là afin de créer le programme Aînés avisés de façon plus dynamique et originale. Bien, en fait, c'est pas mal tout le monde qui peut être sujet à être fraudé au niveau de moyens financiers. Ça peut se passer par Internet, ça peut se passer par chèque ou directement par les cartes de crédit, cartes de débit. C'est pas mal tout le monde qui est touché par ça. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment ciblé, parce que c'est les personnes âgées qui sont plus ciblées, c'est la fraude qu'une personne de l'extérieur communique en disant que votre petit-fils est mal pris à l'extérieur du pays. Il nomme le nom du petit-fils. Donc, ça sollicite l'intérêt de la personne âgée et il y a besoin d'un montant d'argent quand même assez volumineux. On parle de 1 000 $ pour pouvoir le sortir de